Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Nous retrouvons aujourd'hui Gilbert Chouchana et Antoine Ménard, les dirigeants de Recrutimo, que vous avez le plaisir de retrouver tous les mois sur les ondes de Limo pour un échange informel et sincère sur le métier d'agent immobilier. Aujourd'hui, ils posent la question de la compétence. Être un agent immobilier compétent aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce qu'il faut être compétent pour faire des ventes ? Est-ce que bon vendeur et agent immobilier vont parfois de pair ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Entre conseiller et convaincre, que choisir ? Eh bien, c'est tout de suite avec Gilbert Chouchana et Antoine Ménard. Bonjour Gilbert Chouchana. Bonjour. Bonjour Antoine Ménard. Bonjour Anne-Sandrine. On va d'abord poser les termes du débat, si j'ose dire les choses comme ça. Pourquoi est-ce que vous souhaitiez aujourd'hui aborder le sujet de la compétence ? Gilbert Chouchana. Eh bien, parce que c'est un sujet central. Et non seulement il est central, mais on le traîne depuis des années. Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce de consensus qui consiste à dire qu'un agent immobilier n'est pas réellement un professionnel, mais quelqu'un qui se balade, qui emmène ses clients, qui revient, qui prend une offre. Enfin bref, on voit la partie immergée de l'iceberg et pas le reste. Donc il est essentiel de se dire, est-ce que ces gens-là ont la compétence pour exercer leur métier ou pas ? Et comme la mesure de la compétence est très compliquée, donc c'est un vrai sujet, c'est un vrai débat. Et je suis heureux d'être là pour en parler. Ah oui, la mesure de la compétence, je crois qu'on va pouvoir en reparler. Et alors vous, Antoine Ménard, pourquoi la compétence ? Alors déjà parce qu'au sein de Recrutimo, on fait beaucoup de formations, donc c'est un vrai sujet, et qu'on se rend compte quand même que... Alors, Gilbert a raison, depuis des années on en parle, depuis des années on la voit pas, mais moi j'ai allé un peu plus loin, je pense que depuis quelques années, notamment en 2017 avec un marché de l'immobilier qui a explosé, cette compétence, elle est encore moins présente qu'elle ne pouvait l'être. Et que de plus en plus on a pris des raccourcis, on a été de plus en plus vite, on a apporté de moins en moins de conseils, tout le monde s'est un peu improvisé agent immobilier, et qu'aujourd'hui, avec un marché qui est plus normalisé, on va dire, la compétence revient sur le devant de la scène, et à mon avis c'est la seule à même de faire la différence dans un marché difficile. Mais dans un monde où dire les choses n'est plus tellement habituel, ou en tout cas peut poser des difficultés, ce que vous venez de dire peut heurter aussi. Oui, alors quand je fais des formations, c'est un truc dont je parle, on en parle avec toutes les personnes autour de nous, j'ai pas le sentiment de heurter, j'ai plutôt le sentiment de faire prendre conscience aux gens qu'ils font un beau métier dont ils doivent être fiers, mais qu'ils ont un peu perdu l'essence même du métier. Et donc, à la fin de la formation, j'ai le sentiment d'avoir des gens qui sont à nouveau enthousiastes. Donc non, ça heurte pas forcément. C'est vouloir progresser, vouloir aller plus loin. Ouais, c'est se remettre en question. Vouloir être le meilleur. Oui, c'est l'objectif. Et alors, comment est-ce qu'on mesure cette compétence alors ? C'est pas facile. Comment mesure-t-on la compétence ? Alors, c'est vrai que c'est pas facile. Vas-y, t'as voulu y aller. Oui. L'occasion était trop belle. L'occasion est belle et je saisis la balle au bon. Juste une parenthèse, contrairement à ce que dit Antoine, je ne crois pas, je suis même persuadé qu'il n'y avait pas un âge d'or de l'immobilier avant 2017, des problèmes à partir de 2017, et puis aujourd'hui, ça va mieux. C'est en gros les mêmes agents qui étaient là en 2000 ou en 95 et qui sont là aujourd'hui. Je ne parle pas des personnes en elles-mêmes, mais de la catégorie. Le métier en lui-même, c'est un métier qui pose question parce que les commissions encaissées par les agences sont des commissions assez fortes, voire très fortes, et qu'à ce stade de rémunération, on doit apporter le service qui correspond. Et ce service-là, souvent, il est mal compris, mal perçu, mal donné, mal délivré, et le résultat, c'est que l'indicateur de performance n'est plus là pour pouvoir juger est-ce que j'ai bien fait mon métier. Et à part les avis Google qui valent ce que chacun sait, voilà, est-ce qu'il y a une vraie mesure ? Non. La seule mesure aujourd'hui qui est prise par les agents immobiliers, c'est leur performance commerciale. Et pas du tout leur performance vis-à-vis des clients. En tout cas, beaucoup moins. Et je pense que l'axe de développement, c'est le client. Comme toujours, c'est de mettre le client au centre du jeu et de travailler pour lui. Mais est-ce que je me trompe en disant que finalement,
Le client, on ne l'entend presque pas, sauf à ce qu'il soit dans la vindicte populaire, c'est-à-dire via Google, les avis, etc., ce qui est excessif aussi. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que le client lui-même, déjà, a du mal à percevoir le métier d'agent immobilier. Puisque, comme je disais tout à l'heure, il voit la partie immergée. La partie immergée, c'est un gars qui, dans l'ensemble, ou en tout cas, ce serait bien correctement habillé, qui a un bon langage, et qui, finalement, on se dit, ce gars-là, oui, je le verrais bien vendre mon appartement en tant que client. Donc, finalement, qu'est-ce qui différencie un commercial d'un autre ? Dans la tête du client, pas grand-chose, sauf le feeling qu'il a dans la première relation ou dans les relations qu'il peut avoir avec un agent immobilier. On n'a pas défini, mais l'agent immobilier, c'est un vocable très large qui regroupe beaucoup de choses et surtout qui regroupe une carte professionnelle. Est agent immobilier celui qui peut avoir une agence et donc détenir la carte. Mais par contre, il y a des négociateurs, il y a des conseillers, il y a une palette assez large pour définir un métier qu'on a du mal à définir. Donc ça veut dire qu'ici, dans ce podcast, on ne parle que des porteurs de cartes. Parce qu'on parle d'agents immobiliers depuis le départ. Non. Alors non. Oui, mais alors on va s'en mêler les pinceaux entre les uns et les autres. Non, mais ça veut dire qu'on apporte aussi notre pierre à la confusion. Alors la question suivante va vous plaire à ce moment-là, puisque vous allez pouvoir départager les camps, si je peux dire les choses comme ça. Est-ce qu'on peut être un très bon commercial et puis en même temps un mauvais agent immobilier ? Antoine ? Alors dans ce sens-là, moi je considère qu'un bon commercial, mais un vrai bon commercial, ne peut pas être un mauvais agent immobilier. Parce qu'un bon commercial, il écoute son client, il est au service de son client, il apporte des réponses adaptées à son client, donc en toute logique, ça peut être un bon agent immobilier. Gilbert. Oui, c'est intéressant. Alors peut-être que la question, c'est la question inverse. Oui, il faudrait poser la question à l'envers. Est-ce que je peux être un bon agent immobilier si je ne suis pas un bon commercial ? La réponse est sans doute non. Mais il est relativement aisé de recruter des gens qui ne sont pas des vrais commerciaux, parce qu'on a du mal à recruter des bons commerciaux. Et souvent, on ne sait même pas comment définir un bon commercial. Et du coup, c'est un conseiller, c'est quelqu'un qui va faire une visite, mais dès que le dossier est un peu plus lourd, un peu plus compliqué, on passe la main à son référent, à son manager. Donc, c'est un métier à 90% commercial. Il y a un petit vernis, dont on s'occupe en formation d'ailleurs, sur le juridisme, sur un certain nombre de domaines, sur la technique, etc. Mais dans le fond du fond, détenir tout ça, si je suis agent immobilier commercial, en gros, je suis d'abord un commercial. Est-ce que cela veut dire, en vous écoutant, que finalement, travailler seul, quand on est agent immobilier, c'est devenu extrêmement difficile ? Parce qu'on l'entend, on peut effectivement avoir... Il faut tellement de compétences, en fait, pour être un bon agent immobilier qu'il serait humain de penser que tout le monde ne peut pas tout avoir et que donc, il est important de travailler en équipe. Oui, mais visiblement, il y a beaucoup de monde sur le marché qui estime qu'on peut travailler seul et facilement. Oui. Donc, moi, je partage pas mal ce point de vue. Moi, c'est un métier que j'ai appris quand j'ai à l'école, La Forêt en l'occurrence, parce que j'étais dans le réseau La Forêt. Donc, moi, j'ai appris pendant 2 mois à faire ce métier. Et après, je l'ai appris sur le terrain. Et j'ai appris sur le terrain au contact de mes collaborateurs. J'ai appris sur le terrain au contact de mes confrères, au contact des notaires, au contact des diagnostiqueurs. En fait, on apprend de tous les gens qui sont sur le terrain. Et tous les jours. Et on fait ses propres erreurs. Et, j'allais dire, on fait des conneries, des belles, qu'on transmet à tous les autres. Donc, travailler seul, pour moi, c'est une aberration. Aujourd'hui, c'est une aberration. Je ne vois pas comment on peut travailler. Alors, si on peut travailler seul parce qu'on a les compétences, mais les compétences juridiques, les compétences techniques, les compétences commerciales, elles s'apprennent au quotidien. Sauf à être peut-être un vieux loup de mer. Peut-être. Je ne sais pas ce que ça veut dire un vieux loup de mer, mais il y a des vieux loups de mer qui ne sont pas très compétents aussi. Oui, mais il y en a certains. Après je pense à l'IA, aux réseaux sociaux, etc. C'est vrai que constamment, de 5 ans en 5 ans, on ajoute des compétences nécessaires qui n'existaient pas 5 ans plus tôt. Ouais, mais si tu regardes... L'histoire est difficile à suivre, en fait. Oui, mais si on regarde bien, ces outils-là, les réseaux sociaux, l'IA, en quoi ça rend un agent immobilier plus compétent ? Moi, j'irais plus loin, je pense que ça les rend incompétents. Ça les rend incompétents parce que finalement, le travail est fait par l'IA. Je fais un matching par l'IA, je fais des photos par l'IA, je fais une annonce par l'IA. Mais à quel moment, finalement, ça renforce la compétence de l'agent ? Je crois que c'est tout l'inverse. Je crois que plus on met d'outils,
à disposition et moins l'agent immobilier en fait. Donc, moins il essaye de convaincre ses clients, moins il les relance, moins il écoute son client. Donc, moi, j'ai le sentiment que tous ces outils, ça devrait faciliter la vie de l'agent immobilier. Mais je ne suis pas certain que ça le rende plus compétent. Je ne suis pas certaine que Gilbert soit d'accord avec ça. C'est vrai. Je commence à le connaître. Je suis même totalement en désaccord. Oui. Pour reprendre sur le exercer seul ou pas, ça me paraît quand même assez difficile d'exercer seul. Je parle seul à 100%. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans l'échange que je peux avoir avec des confrères, avec mon réseau, si je suis par exemple mandataire, c'est une source d'information et de renseignement qui est majeure, qui est vitale. Et si je suis totalement seul, ça va transparaître auprès de mon client qui va considérer que je suis seul. Et quand on est seul, on fait peur. Au Moyen-Âge, on excluait les gens seuls du village parce qu'on les considérait comme fous parce qu'ils étaient seuls. Et aujourd'hui, on vit un peu une société comme ça. D'ailleurs, il y a les réseaux sociaux, etc. Sur les outils, je pense que plus il y a d'outils et mieux ce métier sera exercé. Et ces outils sont d'abord à destination des clients et pas uniquement à destination des équipes commerciales. Donc l'IA, oui, très bien. À part, il faut savoir l'utiliser, mais comme dans tous les métiers, l'IA concerne tout. C'est une vague qui est en train de submerger la planète entière, à condition de savoir s'en servir. Et donc, il y a des gens qui gagnent de l'argent en expliquant aux autres comment s'en servir. Alors qu'eux-mêmes, ils sont un petit peu novices en la matière, mais c'est pas grave, ils ont une petite longueur d'avance. Je vais continuer à m'amuser avec les mots de départ, incompétent en vente, incompétent. Enfin, ouais. La question est la suivante. Est-ce qu'il faut maintenant être compétent pour pouvoir faire des ventes quand on est agent immobilier ? Elle est perverse un peu, cette question. La question est très perverse. Est-ce qu'on peut faire une vente from scratch, enfin avec rien ? Oui. Oui. C'est le coup de chance, mais est-ce qu'il se répète ? Non. Alors, comment ça, non ? Non, c'est pas un coup de chance. Malheureusement, c'est pas un coup de chance. Non, mais c'est ce que je trouve moi dommage dans ce métier, c'est que je vais être un peu dur, mais aujourd'hui, le moindre Pékin qui arrive sur le marché, qui met une annonce sur Internet, dans l'absolu, il peut vendre. Il peut vendre, mais c'est pas de sa faute, tant mieux pour lui. Mais parce qu'à un moment donné, on a le client qui va le prendre pour X ou Y raison, parce qu'il lui a peut-être annoncé un prix trop cher, mais que finalement, il va le vendre parce qu'il va réduire un peu le prix. Et puis, finalement, la vente, qu'est-ce qu'on lui demande ? On lui dit, j'envoie au notaire tous les éléments, j'ai un acheteur, un vendeur, voilà les papiers. Voilà l'offre acceptée. Et puis, monsieur le notaire, débrouillez-vous. C'est pas aussi pour ça qu'on met tant de temps à signer maintenant une promesse chez le notaire. C'est que finalement, l'agent immobilier, pour partie d'entre eux, ne font plus les compromis en agence et puis laissent le notaire aller chercher tous les documents, la loi Allure, pour tout envoyer. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est dommage, mais aujourd'hui, certaines personnes peuvent faire une vente facilement. Mais alors, est-ce qu'il faut finalement décrier tant que ça je pense aux plateformes, par exemple, parce qu'on les décrit beaucoup, ces plateformes, mais finalement, elles aident à la vente, même des incompétents. Des plateformes, lesquelles ? Les plateformes de mise en ligne des annonces. Des annonces. On les critique pas, Non. Non, beaucoup chez les agents immobiliers les critiquent. Chez les confrères, oui. Oui, beaucoup. À cause de leur politique tarifaire. Donc finalement, ça les aide. C'est indispensable. De toute façon, c'est le seul mode de communication. Enfin, c'est le mode de communication principal vers les acheteurs. Donc c'est nécessaire, mais c'est pas là le sujet. Le sujet, c'est de dire que effectivement. Alors, mais si le sujet est là, parce que le prix étant soi-disant trop élevé, finalement, il a une certaine valeur ce prix puisqu'il aide à la vente. Ouais. Je joue. Hein. Elle a raison. Elle a raison, c'est-à-dire que le prix est un élément important de la vente, mais ce n'est pas le seul. Et moi, quand j'avais mes agences, je disais souvent à mes collaborateurs, en fait, le prix, c'est sans doute la dernière chose à voir. Avant d'arriver au prix, il faut d'abord parler de tout ce qu'on met en place pour atteindre un objectif. Et le prix va s'insérer dans cet objectif-là. Souvent, quand on parle de chance, parce qu'il y a quand même un élément de chance, oui, quand même, au début, qui est très dangereuse. Parce que un commercial, un agent immobilier, un négociateur qui bénéficie de cette chance, tant mieux, va se dire finalement, c'est un métier qui n'est pas difficile. Non, oui. Peut-être même que ce n'est pas un métier du tout. Il suffit d'être là au bon moment, au bon endroit. C'est l'effet grisant de la performance. C'est l'effet grisant. Et c'est le début de la fin. Oui.
C'est pour ça qu'il y a un turnover qui est aussi important dans ce métier, parce qu'il y a la part de chance. Et cette part de chance, à mesurer, elle est très compliquée, puisque même les recruteurs, les managers, comptent aussi sur la part de chance. Oui. En disant, plus tu fais de visites, et plus tu as une chance d'avoir un client. Plus tu fais de la prospection, et plus tu as une chance d'avoir des mandats. Donc tout est une question finalement de chance. Même les réseaux de mandataires misent sur cette part de chance pour augmenter leurs troupes. Alors eux, ils misent totalement là-dessus, si je puis dire. Oui. On n'a rien contre les autres mandataires, ce sont nos amis. Non. Mais tout à fait. Non, mais là, on analyse les choses et comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle de façon sincère et libre. Donc, Tout à fait. Alors moi, je pense que la chance, ça n'a rien à voir là-dedans. Mais, parce que la preuve, c'est que quand tu dis plus on prospecte, plus on a des chances de vendre, plus je relance, plus j'ai des chances de prendre un mandat, c'est pas de la chance, c'est du travail. Donc ça n'a rien à voir. Et c'est une vraie compétence, ce travail. Et oui, mais c'est ce qui permet de durer. C'est ce qui permet de durer. Oui, parce c'est pas une question de chance. Ceux qui se basent sur une première chance ne durent pas. Ça, c'est certain. Alors, c'est vrai. Maintenant, si on interroge 10 négociateurs, négociatrices, il y en a au moins 9 qui vont parler de la chance. Et qui vont dire, un tel, il a réussi, oui, mais c'est normal parce qu'il était là, le jour où le téléphone a sonné, il était là. C'est ce que j'allais dire, oui. Parce qu'en fait, il parle plutôt de malchance. C'est-à-dire que j'ai pas réussi parce que j'ai pas eu de chance. Parce que j'ai pas eu de chance. Alors, donc c'est toujours une bonne excuse. Mais par contre, quand ils font des ventes, c'est jamais de la chance. C'est toujours grâce à eux. C'est vrai. Oui. Très juste. Mais changer le mode de fonctionnement mental de toute une profession, je crois que vous n'y arriverez jamais de votre carrière. Parce que là... Non. Non, tout simplement. On voit la communication sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, les outils, quand on regarde de près, les outils sont toujours les mêmes. Oui. Ils n'ont pas changé. Moi, ça fait 25 ans que j'ai fait ce métier. Bon, maintenant, je ne le fais plus. On parlait de mandat simple et on parlait de mandat exclusif. 25 ans après, on parle de quoi ? De mandat simple et de mandat exclusif. Ce qui a changé entre les deux, c'est ce que vous mentionniez tout à l'heure, Anne-Sandrine, c'est tout ce qui est les techniques, tout ce qui est de l'innovation. Et cette innovation, en fait, elle est souvent uniquement une innovation digitale, pour la plupart. C'est pour ça que beaucoup d'intervenants se lancent dans le digital uniquement, et pas par l'agence immobilière, c'est-à-dire par payer un loyer, des assurances en responsabilité. J'aimerais qu'on parle maintenant des clients, parce que je suis souvent assez chagrinée que dans l'immobilier, on parle aussi peu des clients. Je ne sais pas d'où vient ce biais, mais je pense qu'on devrait lutter contre, parce qu'il est dommageable aussi dans cette volonté de servir le client, en fait. Comment est-ce que le client, lui, peut juger de la compétence d'un agent immobilier ? C'est un long silence que nous laisserons au montage. C'est ça. Oui. Il y a une façon... alors, en fait, est-ce que vous trouvez normal que dans un métier qui est extrêmement nombreux, il y a beaucoup d'agences, il y a 30 000 ou 35 000 cartes d'agents immobiliers en France, qu'il n'y ait pas un seul vrai système de notation des intervenants, c'est-à-dire des agences immobilières ? Il n'y en a pas. J'ai cru pendant longtemps que c'était le projet secret, entre guillemets, de Meilleur Agent, mais en fait non, même pas. Donc, est-ce qu'il y a un TripAdvisor, par exemple, de l'agence immobilière ? Non. Donc, pour un client, envisager, je parle d'un client vendeur, ou un client acquéreur d'ailleurs aussi, envisager de s'intéresser à l'immobilier pour son bien à vendre ou pour rechercher un bien, c'est très, très compliqué. Et il se dit, mais je vais m'adresser à qui ? Et comment, et de quelle façon, etc., etc. Donc, comment il va juger la performance ? D'abord, s'il a vu sur des publications qu'il y a eu des ventes dans cette agence, c'est-à-dire s'il voit des panneaux vendus. Bon, donc c'est devenu un jeu. Oui. Je mets le panneau vendu, ça veut dire que je suis bon. Donc, il va avoir un certain nombre d'éléments. C'est un réseau, c'est pas un réseau, etc. Et ça va être son jugement. Il va demander à ses collègues de travail, à sa famille. Ah oui, cette agence, elle est bien. Hein. Moi, on m'a dit... alors, c'est jamais en direct, mais c'est des on-dit de on-dit. Oui. Donc, c'est un métier beaucoup d'on-dit. Et le on-dit, c'est le coup de bol, souvent. J'ai pris telle agence parce que le réseau a une bonne image. Le réseau. Mais l'agence, on ne sait pas. Et oui. Et l'agent. Et l'agent, très justement. Alors, pour compléter ce que tu dis,
Parce que là, tu parles finalement comment je vais choisir déjà d'appeler une agence. On peut passer par tous ces éléments-là. Mais derrière, parce qu'on peut dire que le client n'est pas responsable de tout, mais le client il a sa responsabilité aussi dans la compétence ou l'incompétence des agences. C'est-à-dire que, Gilbert l'a dit, normalement, dans la méthode, dans une bonne méthode commerciale, on vend son service et on vend la qualité de son service et seulement après, on va parler du prix. Aujourd'hui, cette méthode commerciale, selon moi, elle est mal maîtrisée. Elle est mal maîtrisée et finalement, on se rend compte que les clients, pourquoi ils choisissent une agence ? Parce qu'elle leur donne le bon prix. Et le bon prix, c'est quoi ? C'est le prix qu'ils attendent. Et donc, finalement, ce n'est pas l'agence la plus compétente. Parce que, en général, la plus compétente, c'est celle qui travaille le mieux son prix. Donc, il y a les éléments les plus concrets, les plus objectifs. Mais ce n'est pas forcément le prix qui plaît au client. C'est ce que j'allais dire. Et donc, le client, qu'est-ce qu'il fait ? Il choisit sur un prix. Et je suis désolé, autant vendeur qu'acheteur, pour le coup. Notamment vendeur, parce que l'acheteur, j'ai envie de vous dire, il fait des offres, il fait ce qu'il veut. Voilà, mais le vendeur qui va donner un mandat, va dire non, mais lui, il m'en donne 50 000 € de plus. Je dis, mais monsieur, c'est pas lui qui achète. C'est pas lui qui achète. Non, c'est même pas ça, c'est pas lui qui achète. Donc, il va rien vous donner du tout. Sauf que, il dit, si lui, il m'a dit que je pouvais, c'est lui que je vais prendre. Or, la plupart des temps, quand on a des prix qui sont surévalués, c'est pas un gage de compétence. Et donc là, le client a sa part de responsabilité. Alors, l'agent immobilier aussi, parce que notre rôle, ce qu'on dit souvent, le client nous perçoit mal, le client nous a une image pas très bonne de l'agent immobilier, le client considère qu'on fait rien, qu'on gagne beaucoup d'argent. Mais en réalité, déjà nous-mêmes, est-ce qu'on sait expliquer à notre client ce qu'on fait ? Est-ce qu'on sait lui donner notre niveau d'expertise ? Est-ce qu'on sait lui expliquer en quoi je suis bon ? En quoi je vais l'aider à réaliser son projet et pas au prix qu'il veut ? Mais en fait, on sait plus le faire, on a du mal à le faire. Il faut reprendre tous les essentiels, les fondamentaux commerciaux, la découverte client, l'écoute du client, la projection dans son projet. Mais même ça, on a déjà du mal. Donc, c'est là que c'est difficile. Et j'ajouterais développer son assertivité, savoir... Assertivité. C'est quel gros mot. Pardon. Est-ce que donc le client peut être responsable de l'incompétence de certains agents ? Vous allez jusque-là ? En fait, je pense que ça peut lancer une forme de tendance. C'est-à-dire que là aussi, quand je suis en formation et que j'explique à ces agents immobiliers qu'est-ce qu'ils font au quotidien et en quoi il faut aller au bout, quand on en parle de la loi Allure, en quoi c'est un outil de différenciation plutôt qu'une contrainte, la première réponse, c'est de dire oui, mais en fait, sur le marché, on a tellement de gens qui ne respectent pas les règles que si moi je les respecte, en fait, potentiellement, je perds des parts de marché. Donc, il y a une spirale, à mon avis, qui n'est pas très vertueuse, qui s'est mise en place sur le moins j'en fais, le mieux je me porte. Et on voit bien aujourd'hui, quand je parlais de 2017, tu n'es pas d'accord, mais quand je parlais depuis 2017, il y a quand même eu un marché où il était plus facile de faire des ventes parce que finalement, l'acquéreur visitait, il faisait une offre. Donc, il n'y avait pas grand-chose à faire. Il fallait récupérer un mandat. Après, on savait qu'en 1 semaine, 2 semaines, c'était sorti. Il n'y avait pas besoin de faire de suivi, il n'y avait pas besoin de faire de relance. C'était quasi automatique. Bon, aujourd'hui, c'est quand même un peu plus compliqué. Il faut revenir à des fondamentaux. Mais bon. Moi, je retiens l'idée du... C'était quoi ? Goemio ? Non, TripAdvisor. TripAdvisor. Oh, il y a aussi des effets pervers à ce genre de choses. Je pense par exemple aux cabinets d'avocats qui sont tous... il y a énormément de classements. Mais bon, il suffit d'appeler tous les copains de la Terre pour avoir son nom dans le classement, non ? Pour obtenir plusieurs centaines d'avis, il faut beaucoup d'amis quand même. Oui. Je trouve. Donc ce serait vraiment une bonne idée que de lancer une entreprise comme celle-ci appliquée au secteur immobilier ? Moi, je pense. Mais je pense depuis longtemps. Je suis pour. Oui, faites-le. Oui. Eh ben allez. Oui. C'est-à-dire que pour un client, c'est un vrai parcours du combattant. D'aller chercher l'agence capable de satisfaire son projet, c'est le parcours du combattant. Oui. Et dans ce parcours du combattant, alors il y a, comme disait Antoine, je choisis l'agence qui me donne le meilleur prix. Est-ce que l'agent immobilier qui répond au meilleur prix est compétent ? Non. La réponse est non. Tout simplement. Perte de marché ou pas perte de marché. Je ne perds pas un marché si je rentre un mandat invendable parce que trop cher. C'est quoi ma perte de marché ? C'est rien. C'est rien du tout. Si je suis capable d'expliquer à mon client, d'argumenter, et pas uniquement en un quart d'heure, peut-être j'aurais besoin de plus de temps. Et je ne vais pas convaincre tous les clients, mais je vais en convaincre suffisamment qui vont me permettre de faire des ventes de façon correcte. Et finalement, qu'est-ce que réalise une agence immobilière la plupart du temps ? C'est quelques ventes. On est dans un métier extrêmement morcelé, extrêmement atomisé. Et donc finalement, si je fais 3-4 ventes dans le mois, déjà je suis très bien. Et beaucoup ne font même pas ces ventes-là. Peut-être une vente, peut-être 2 ventes. D'où la notion de chance aussi. Il suffit d'une. Il suffit d'un client.
Et c'est là-dessus où l'état d'esprit doit changer. Mais comme en face, on n'a pas le passage par l'agence immobilière n'est pas obligatoire. Contrairement aux États-Unis, si je vais à une banque pour contracter un crédit, pour acheter un appartement, le banquier va me renvoyer vers une agence immobilière qui va estimer ce que je veux acheter ou qui va estimer ce que je veux vendre. Et je reviens à la banque avec mon papier d'estimation et le banquier fait à ce moment-là son job, mais pas avant. Nous, on n'a pas su. Alors, vous avez reçu il n'y a pas longtemps le nouveau président du fichier Amepi, qui s'appelle Amanda, je crois maintenant. On ne peut rien faire sans être vu. Et alors, c'est vrai que c'est son objectif, comme d'ailleurs, parce que j'étais moi-même président du fichier, alors pas du fichier national, mais du fichier parisien de l'Amepi pendant plusieurs années. On n'arrive pas à centraliser les agents immobiliers. On n'arrive pas à ce que le confrère qui a 2 rues plus loin soit autre chose qu'un ennemi. Et donc, on n'arrive pas à clarifier ce métier et à clarifier les compétences qu'il faut pour faire ce métier. Tout simplement. Je voudrais rajouter quelque chose, parce qu'il y a une stat qui est sortie, un comparatif entre les agents immobiliers, tu parlais des agents américains, dans un journal, un confrère, qui expliquait que les agents immobiliers américains se forment en moyenne par an 180 heures. 180 heures par an. Et que eux-mêmes estiment que ce n'est encore pas assez pour être compétents. En France, on est à 14 heures par an et on estime que c'est déjà trop. Et on a les OPCO et tout ça, parce que ayant vécu aux États-Unis, je peux dire que tout ça, ça n'existe pas. Ils se forment en moyenne un mois entier par an qu'ils financent, et ils estiment que c'est pas assez pour être compétents pour faire correctement leur métier. Il y a aussi une question d'état d'esprit. En France, en fait, on ne valorise pas cette compétence. Donc on va dire que ça sert à rien. À partir du moment où on ne veut pas former ni ses collaborateurs ni soi-même, qu'on attend péniblement d'être à 3 ans et demander 42 heures, si possible, en e-learning, ça donne quand même l'ambition qu'on a pour notre métier. Moi, je trouve que c'est très révélateur de l'état d'esprit. Après, ce que je vais dire, c'est dit avec le sourire et le rire. On a tellement peur aux États-Unis du contentieux, en fait. Peut-être qu'ici, en France, on n'a pas encore assez peur des juges. Enfin bon. On va clore le sujet et je vais continuer ma maïotique autour du mot compétence, chose qu'on fait depuis tout à l'heure. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'on n'a pas trop formé les agents immobiliers français à négocier, former ou formater, les agents immobiliers français à négocier plutôt qu'à conseiller? Alors moi, j'ai fait récemment une formation sur ce thème, conseiller, négocier, puisqu'on entend beaucoup le mot closing. Closing, ça fait chic. Ça fait chic. J'ai réussi à signer avec un client, tout simplement. Et en fait, dans la démarche que j'ai avec mon client, j'ai une partie qui est réservée à un job de conseiller. C'est-à-dire, j'explique, je convainc, je donne les informations nécessaires à la prise de décision. Et puis, il y a une partie qui va être plus réservée à la négociation, c'est-à-dire à la finalisation de mes actions avec le client. Et donc, on n'est jamais que conseiller, parce que dans ce cas-là, on ne réussit pas beaucoup. C'est un autre métier aussi. C'est un autre métier. Et on est aussi très rarement uniquement négociateur, puisque là, on est perçu comme un petit peu le mauvais commercial qui on jette par la porte, il rentre par la fenêtre. Voilà. Donc, il faut avoir les deux. Et pour avoir les deux, il faut beaucoup de formation, mais il faut aussi comprendre ce que c'est véritablement ce métier. Et c'est d'abord par là, pour moi, c'est la compréhension du métier. C'est quoi le métier que je pratique? Alors, pour une fois, je partage ton point de vue. Merci Antoine. Non, je suis complètement d'accord. Si on ne peut pas être ou l'un ou l'autre, si on veut bien faire ce métier, c'est les deux. Le conseil, c'est on va dire le point solide, les fondations du métier, parce qu'on ne peut pas faire ce métier sans conseil. Et la négociation, elle est indispensable parce qu'il faut bien signer un mandat, il faut bien signer une vente, il faut bien négocier entre un acheteur et un vendeur. Et ça fait partie de la compétence de l'agent immobilier. Et ça fait partie d'un conseil qu'on donne à nos clients. Parce que quelque part, on les accompagne dans cette partie-là. Pour moi, c'est une expertise de la négociation, mais qui fait partie de l'agent immobilier de la même façon que le conseil. Et c'est ce qui fait la beauté du métier, au fond, parce qu'on n'est pas obligé de choisir. Mais c'est un métier, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de métiers en France qui soient aussi polyvalents. Parce que quand on regarde bien, parce qu'on n'en parle pas, mais c'est quoi la compétence d'un agent immobilier? On a dit c'est le conseil, on a dit que c'est la négociation, c'est le juridique, c'est l'urbanisme, c'est la copropriété,
c'est le technique. C'est les gens. C'est l'humain. Non, mais je veux dire, dans quel métier aujourd'hui on doit avoir autant de compétences? Alors, évidemment, on ne doit pas être juriste en droit immobilier, on ne doit pas être notaire, on ne doit pas être technicien du bâtiment, mais on doit avoir des notions de tout. Il faut que les petites lumières s'allument, et finalement, pour que les lumières s'allument, il faut quand même une bonne base. Un peu de notion. Oui. Il faut un peu de notion. Et aujourd'hui, je pense que la mesure de ce métier, elle est plus suffisante. C'est-à-dire mais tu l'as dit, Gilbert, hein, on n'a pas conscience de la globalité de ce métier, et je trouve que les gens ne sont pas assez fiers de faire ce métier aujourd'hui. Oui. Si j'étais un peu polémique, légèrement polémique, pas ton genre. Je dirais, est-ce que c'est justement cette polyvalence qui fait que ce métier souvent est mal exercé ou avec des difficultés, parce qu'il est tellement, la palette est tellement large. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à ce qu'elle se réduise et à spécialiser un petit peu les intervenants dans le métier ou dans les agences pour pouvoir dire je fais que ça et ça, mais je le fais bien. Alors qu'il y a plein de choses que je ne sais pas faire, mais que je suis obligé de faire parce que ça fait partie de mon métier. Ce qui veut dire que, pardon du jeu de mots, mais si on est trop bon à tout faire, on est bon à rien. Oui. Je suis pas à part quelques stars. Oui, évidemment. c'est sûr. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Non, parce que comme vous l'avez dit, c'est des lumières qui s'allument. On ne demande pas d'être un professionnel du droit, on ne demande pas d'être un professionnel du bâtiment, on demande d'avoir effectivement des alertes et de se dire tiens, c'est quand même bizarre ces toilettes, on a quand même l'impression qu'ils ont été pris sur la copropriété. On s'interroge. Je vais quand même creuser, je vais regarder les plans de copro. C'est des choses qu'un agent immobilier doit maîtriser. Il doit au moins s'interroger. Donc, évidemment que ce n'est pas un notaire, ce n'est pas un juriste. Oui. Mais si on rate ça. Mais si je peux me permettre, quand on est syndic, on se rend compte qu'il y a de grosses différences entre les agents immobiliers en termes de compétences. Il suffit de penser au sujet du sani-broyeur dans la chambre de bonne. Et alors là, on voit qui est qui tout de suite. Oui. Tout à fait. Une dernière question, c'est vraiment la dernière. Qu'est-ce qui distingue selon vous un agent moyen d'un agent exceptionnel? En un mot, on peut... Vous pouvez. Allez, quelques minutes chacun. Non, moi, je n'ai pas pour des heures. Pour moi, c'est l'écoute. C'est l'écoute. Si un agent immobilier sait écouter son client, normalement, il doit réussir. Et vous, Gilbert? C'est l'écoute, oui. C'est vrai. Il a envie de réussir. Ah oui, parce que j'allais me dire, si vous me dites tous les deux l'écoute, c'est un peu plat pour terminer la chose. Plat. Mais l'envie de réussir, c'est chouette. Alors, moi, si tu veux, je vais te faire mon credo habituel. Oui. J'ai toujours dit que pour être un bon agent immobilier, il faut une tête bien faite. On l'a dit, pour que ça s'allume. Il faut une puissance de travail importante, donc ça rejoint ce que tu disais. Et puis, il faut avoir l'écoute, un bon contact humain. Il faut aimer le relationnel. Et j'ajouterais ce qu'a sous-entendu tout à l'heure Gilbert, il faut avoir l'air de quelque chose, quoi. Oui, alors moi, alors oui, il faut un minimum de soin, mais j'ai envie de vous dire que non, on peut être un très bon agent immobilier et pas forcément avoir eu l'éducation, la façon de s'habiller, et pour autant être bon. Donc, moi, j'avais des négociateurs, des fois, qui avaient un vocabulaire franchement pas adapté, mais il était bon. Et il était bon parce qu'il était dans le conseil, il était dans l'écoute, il accompagnait ses clients, et ses clients revenaient d'année en année. Donc, moi, j'aime pas trop ce côté-là. Je trouve que c'est pour le coup peut-être très parisien, mais je crois qu'on peut être un très bon agent immobilier même si on n'a pas ce genre de choses. Et après, si on a une bonne écoute, on est capable d'apprendre. Oui, même dans ce monde fait de marketing, quand même. Ouais. Moi, je dis que je crois. Mais... Moi, dans mes précédentes agences, j'offrais le dressing 2 fois par an à toutes les équipes. Pas l'uniforme, on a dit Non, bien sûr, pas l'uniforme. non, chacun allait choisir ce qu'il voulait. Oui. Donc, il y avait la séance garçon et la séance fille. Parce que j'en avais marre. J'en avais marre des guenilles, des jeans baggy, des chaussures pas lacées, enfin, des t-shirts, etc. J'en avais marre. Et si je m'adresse à un client à qui je vais prétendre avoir 10, 15, 20 000, voire plus, euros d'honoraires, de commission, je ne peux pas le faire si je ressemble à rien. Bon, là, j'ai fait une très très belle digression, loin de la compétence, je vous prie de m'en pardonner. Mais c'est une compétence. Oui. Merci beaucoup Gilbert et Antoine. C'était comme toujours très sympathique, mais je dirais même aujourd'hui que c'était rafraîchissant de vous entendre. Merci Anne-Sandrine. Et merci à vous également qui nous écoutez. Si vous avez apprécié ce podcast, partagez-le et commentez-le sur les réseaux. Je vous en remercie.
Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.